Bienvenue à tous sur Public Sénat. Nous vous proposons une édition spéciale. Ce soir, autour de la réforme des retraites examinée au Sénat, 1h30 pour tenter de comprendre les positions des uns et des autres sur un sujet qui nous concerne tous. Nous rejoindrons dans un instant en direct de la séance Perrine Tarnot qui nous donnera un aperçu de l'ambiance dans l'hémicycle où les sénateurs débattent en urgence des articles clés du report de l'âge légal de départ à la retraite. À suivre dans cette édition spéciale, l'analyse de nos chroniqueurs et le débat politique. Et puis, vous pouvez réagir, débattre et poser toutes vos questions dans notre chatroom. C'est sur notre site publicsénat.fr. Je me ferai évidemment un plaisir de les relayer à l'antenne. Merci d'être avec nous et bonsoir à tous. Alors que les annonces de grève reconductibles contre la réforme des retraites fleurissent dans plusieurs secteurs, Nicolas Sarkozy a lâché aujourd'hui un peu plus de lest sans toucher aux piliers de son projet. 2 amendements déposés par le ministre du Travail Éric Woerth au Sénat, 2 mesures en faveur des parents de 3 enfants et d'enfants handicapés. On écoute tout de suite Éric Woerth. Le premier amendement que je vous présente permet aux mères de 3 enfants et plus nés entre 1951, première génération concernée par la réforme, et 1955, de continuer à bénéficier d'une réforme sans décote à 65 ans, sous réserve de s'être arrêtées évidemment pour élever un enfant. Cette mesure permettra à environ 130 000 mères de famille de continuer à bénéficier d'une retraite à taux plein à 65 ans. C'est une mesure très forte qui répond à une inéquité réelle et constatée. Nous répondons donc de façon concrète et efficace à la question posée de l'inéquité de la retraite des femmes. Des mesures très importantes pour le gouvernement, mais des gestes qui ont été jugés insuffisants par les syndicats et l'opposition qui dénoncent aujourd'hui en chœur des mesures inadaptées. Regardez les détails avec Marie Brémaud. Matin à l'Élysée, Nicolas Sarkozy a demandé au gouvernement de déposer 2 amendements dans le cadre de l'examen de la réforme des retraites. L'un en faveur des mères de famille aux carrières interrompues, l'autre concernant les parents d'enfants handicapés. Des mesures bien insuffisantes pour l'opposition. Moi j'appelle ça de la théâtralisation. En tout cas, c'est ne pas répondre aux questions qui sont posées par ceux qui aujourd'hui se mobilisent. C'est en tout cas une réponse à l'adresse des sénateurs centristes qui tenaient à ces amendements. J'adore, moi, les souplesses du gouvernement. Donc plus il y en aura, mieux ça vaudra. Je vous dis, nous attendons encore au moins 2 réponses claires. Celui sur le risque différé et celui sur l'évolution vers la retraite par points. Mais le ministre du Travail et le président du groupe UMP ont tout de suite voulu couper court à d'autres aménagements de la réforme. Je pense que dans le cas de l'équilibre, c'est une affaire à 3,4 milliards d'euros. C'est déjà beaucoup d'argent. Il n'est pas raisonnable de penser qu'on puisse aller plus loin, sauf affaire à continuer l'endettement, ce que nous refusons totalement. Reste à savoir si l'exécutif pourra rester sur cette position et ne rien lâcher sur d'autres points, alors que le Parti socialiste reste déterminé et que les syndicats appellent désormais à des grèves illimitées. Voilà, et en effet, sur le terrain, les préavis de grève reconductibles s'accumulent et pour la première fois, on assiste à des manifestations de lycéens dans certaines villes en France, des défilés néanmoins limités de quelques centaines de lycéens qui se sont essentiellement mobilisés via les réseaux sociaux. Voilà, et au Sénat, dans l'hémicycle, examen en priorité donc ce soir de 2 articles clés de la réforme des retraites concernant le report de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans et à 67 ans pour les pensions sans décote. On rejoint tout de suite Perrine Tarnot. Perrine, bonsoir. Bonsoir Sonia. Quelle est l'ambiance ce soir ? Eh bien écoutez, ici Sonia, la séance vient de reprendre il y a quelques minutes à peine avec l'examen en priorité des 2 articles dont vous venez de parler. Il y a une volonté évidente du gouvernement d'en finir avec ces 2 articles du projet de loi, 2 articles symboliques, d'en finir bien sûr avant les manifestations de mardi prochain. Alors on ne peut pas dire que les annonces du gouvernement ce matin ont calmé les esprits. Ici au Sénat, tout au long de la journée, la séance a été en effet très houleuse, la gauche est très remontée et on peut parier que ce soir, l'opposition va multiplier en séance les prises de parole avec peut-être à la clé des interruptions de séance. Du côté
côté de la majorité, au contraire, eh bien, on est bien décidé à aller au bout de ce texte le plus rapidement possible, mais en prenant quand même le temps des débats. Et puis il faut noter que les 2 amendements proposés par le gouvernement ce matin, eh bien, ces 2 amendements pourraient satisfaire le groupe centriste. Et vous le savez, ici, l'UMP a besoin des centristes pour avoir la majorité. Merci beaucoup Perrine, et je précise qu'on vous retrouvera tout à l'heure vers 22h30 pour 1 heure de séance et de débat dans l'hémicycle en direct, avec à votre micro de nombreuses interventions pour réagir à cette séance, vous l'avez dit, importante autour des articles clés de ce texte. Sur le front syndical à présent, l'annonce de ces amendements aujourd'hui en faveur des parents de 3 enfants et d'enfants handicapés n'a pas fait fléchir les appels à la mobilisation pour le 12 octobre. Seule, la CFDT a estimé que ces concessions constituaient un pas en avant. Mais la mobilisation contre la réforme ne faiblit pas. Aurélien Romano. Au dépôt de la gare Saint-Lazare ce matin, l'heure est à la mobilisation des troupes. Tous ont en tête la journée de grève reconductible du 12 octobre. Ici, c'est la volonté de ne pas être seul à assumer le mouvement qui domine. Mardi, je vais me mobiliser. Je pense qu'on sera pas mal de jeunes à se mobiliser. On n'a pas l'impression d'être vraiment suivi par la population, alors qu'on se bat pour tout le monde finalement. Et ce qui serait bien, c'est que là, l'opinion publique comprenne que cette mobilisation n'est pas faite pour les cheminots, mais pour l'ensemble de la population française. La relève, ça. Discuter pour convaincre. Les cheminots espèrent faire bloc la semaine prochaine. Je vais me mobiliser et je vais essayer de mobiliser aussi mes collègues, comment leur expliquer que cette réforme est totalement injuste. Surtout, en plus, je dirais, se rajoute, c'est qu'à la SNCF, on a déjà vécu il y a 3 ans de ça une réforme. Donc là, en 3 ans, on veut nous rajouter 5 ans et demi de plus. Mais mobiliser les collègues n'est pas toujours facile. Tous les cheminots ne feront pas grève. Les raisons à cela sont multiples. On a des réticences chez des cheminots, alors soit qu'on fait beaucoup de grèves et qui ne veulent pas démarrer les premiers, on va dire. L'autre problème est d'ordre économique. Effectivement, aujourd'hui, avec ne serait-ce que le prix des logements, on se retrouve avec des gens qui sont effectivement très endettés et pour lesquels, effectivement, faire rentrer dans des grèves reconductibles, c'est un souci. Un souci qui pourrait faire dérailler le train de la grève. Les syndicats espèrent mobiliser en masse dès les premiers jours pour engager un rapport de force efficace avec le gouvernement. Ici, à Saint-Lazare, tous espèrent néanmoins une issue rapide au conflit. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, je vous le rappelle, sur Public Sénat pour une édition spéciale autour de la réforme des retraites. Dans quelques instants, place au débat politique. Mais d'abord, l'analyse et le décodage avec nos chroniqueurs ce soir. Mathieu Croissando, bonsoir. Bienvenue. Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Avec nous également, on est très heureux de l'accueillir, Olivier Delagarde. Bonsoir Sonia. Alors Mathieu, est-ce que ces gestes du gouvernement aujourd'hui en faveur donc, des parents de 3 enfants et d'enfants handicapés, est-ce qu'ils étaient planifiés ? Alors, est-ce qu'ils étaient planifiés ? Est-ce que déjà c'est un geste ? On peut se poser la question, oui. Et c'en est un, il faut le reconnaître. Alors, le problème, c'est que c'est peut-être pas le bon geste, en tout cas pas le bon geste pour calmer les manifestations. C'est un geste, on a dit, ça concerne environ 130 000 femmes. On pourrait poser la question, alors heureuses les femmes par ce geste, et pas du tout, parce que la mesure ne répond pas à leur problème. Le problème des retraites des femmes, c'est qu'elles ont eu des carrières souvent incomplètes et que leur pension est basse. Là, avec cette mesure, leurs retraites ne vont pas augmenter, mais elles vont surtout avoir pas de pénalité. Et donc du coup, il y a une sorte de quiproquo, une déception. On l'a vu, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est la réaction de la CFTC, qui est un syndicat chrétien plutôt modéré. C'est pas Sudrail, c'est quelque chose de modéré. Et ouvrez les guillemets, la réaction, ça a été le gouvernement se fout de notre gueule. Donc il y a un gros quiproquo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce geste, il n'était pas adressé aux femmes, ni aux syndicats, ni encore moins à l'opposition. Il était adressé aux sénateurs centristes qui en avaient fait 2 points durs de la négociation, pour en tout cas apporter leur vote à la réforme. Ils avaient même menacé de s'abstenir si jamais il n'y avait pas ces 2 points-là qui étaient résolus. Alors, ce cadeau-là, il traînait dans les tiroirs de l'Élysée depuis quelques temps. Il était prévu. La nouveauté, c'est pourquoi ça vient maintenant. On peut se poser la question, c'est un peu curieux. On est avant les manifs. Pourquoi céder avant les manifs sur ce geste-là ? Bon, il fallait contenter les centristes, oui, mais ça traduit une forme de panique, peut-être d'inquiétude, parce qu'il y a 3 gros risques en ce moment. Il y a un risque, le premier risque, c'est la coagulation. On voit un exemple très précis sur ce qui se passe à Marseille. Marseille, les syndicats commencent à faire grève sur la réforme portuaire. Alors, il faut savoir que ça a été lancé en juillet 2008, ça remonte. Et sur les retraites. Donc là, coagulation de 2 mécontentements.
La retraite, ça joue le rôle de carburant, ça fait flamber, c'est le cas de le dire, la contestation. L'autre risque, c'est l'extension. Vous avez cité les exemples des lycéens. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup à Paris, il y en a une centaine. Oui. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y en a beaucoup dans des petites villes. Il y en avait 1500 à Rodez, il y en avait 400 à Lisieux. Alors, vous me diriez, ça serait dans les centres-villes universitaires classiques où ça bouge beaucoup, comme à Rennes ou à Toulouse, ça serait pas étonnant. Quand il y a 400 lycéens qui manifestent à Lisieux, c'est qu'il se passe un truc. Il y a en tout cas un risque d'extension, que ça prenne. Le troisième et dernier risque, et qui à mon avis est le plus gros, c'est celui du débordement. En gros, jusqu'à présent, on a eu des leaders de confédérations syndicales qui ont tenu, et il faut le saluer, un langage plutôt responsable, d'appel au dialogue. Ils ont refusé, alors, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens non plus, mais d'appeler à la grève générale. Et le problème, c'est que l'Élysée a cru que c'était un aveu de faiblesse. Et il s'est dit, on va en profiter pour pousser l'avantage et tenter de passer en force. Or, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous avez des leaders de grandes confédérations qui disent appel au dialogue, et qu'il n'y a pas de dialogue, et que le dialogue donne rien, eh bien, la base est très mécontente, et il y a un risque de radicalisation. On le voit bien, on l'a vu chez les cheminots à la CGT, où c'est de plus en plus radical. Et alors là, c'est pas facile de les calmer. Et est-ce que le gouvernement peut aller plus loin, Mathieu ? Le gouvernement peut probablement pas aller plus loin au risque. Alors ensuite, c'est une affaire de concession. Il y a un homme aujourd'hui qui a vu juste, en tout cas, qui s'est pas trompé. C'est un sénateur de la Vienne, c'est un ancien Premier ministre, c'est Jean-Pierre Raffarin. Qu'est-ce qu'il a dit, Raffarin ? Il a dit maintenant il faut aller très vite, le plus vite possible. Il sait de quoi il parle. Lui aussi, il a mené une réforme des retraites. Lui, il a eu aussi des très très grosses manifs. On s'en souvient pas, mais il y avait 1, 2, 3 millions de personnes dans la rue. C'était au printemps 2003. Et il sait aussi qu'à partir du moment où le gouvernement n'est pas prêt à lâcher plus, et là, le gouvernement n'a pas cessé de répéter qu'il ne lâcherait pas plus, eh bien, il faut faire FISA. Il faut y aller à la hussarde. La seule différence avec son époque, c'est que lui, on était plutôt en début de mandat, si vous vous souvenez. C'était 2003, un an après la deuxième élection de Jacques Chirac. Et puis surtout, il était sauvé par le gong parce qu'il y avait les grandes vacances qui ont cassé la mobilisation. Les grandes manifs, elles ont eu lieu au printemps jusqu'en mai. Et puis, les grandes vacances ont cassé la mobilisation. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de grandes vacances à l'horizon. Et puis, on n'est pas en début de mandat, mais la prochaine présidentielle, elle est dans 18 mois. Peu de temps. Alors, on juge que des concessions sont importantes quand elles concernent beaucoup de monde. Jean-Louis, est-ce que ces amendements-là, est-ce que ces concessions, ces gestes du gouvernement, qui y concernent ? Alors, Mathieu a dit 130 000 femmes. Il faut préciser que c'est sur 5 ans. Oui, donc, en réalité, ça vous fait à peu près 25 000 femmes par an. Et vous avez sur 650 000 personnes qui partent à la retraite chaque année, à peu près 300 000 femmes. Donc, ça concerne quand même assez peu de monde. Ça concerne en gros 10% des femmes, et ceci pendant simplement 5 ans, qui vont partir à la retraite. Un nombre assez infime, en fin de compte, du nombre de gens qui prennent leur retraite chaque année. Alors, la différence, le 8 septembre dernier, le gouvernement avait fait ses premières concessions après la manifestation du 1er septembre, et c'était, disons, les concessions se montaient de l'ordre de 1 milliard d'euros. Donc, c'était quand même une somme assez conséquente. Là, on est, M. Longuet vient de dire de 3,5 milliards, mais en fait, il faudrait préciser 3,5 milliards sur 10 ans. Donc, en réalité, on est sur 340 millions qui commenceront dès l'année prochaine, sur une réforme des retraites qui porte globalement sur 22 milliards d'euros. Donc, on n'est pas quand même sur des sommes absolument astronomique. Mais la différence avec ce qui avait été concédé le 8 septembre après les manifestations du 7, qui concernaient essentiellement les carrières longues et les carrières pénibles, c'est que là, ils trouvent une source de financement, ce qui n'était pas le cas le 8 septembre. Ce qui répond un petit peu indirectement à l'une des questions que vous avez posées à Mathieu, c'est-à-dire que le 8 septembre, on déséquilibrait un tout petit peu le schéma financier global. Là, on ne le déséquilibre pas parce qu'on trouve deux réformes. Deux réformes, un sur la fiscalité, notamment sur les intérêts du capital, qu'on va monter de 0,2%, et l'alignement des plus-values immobilières sur les résidences secondaires, alignées sur les plus-values mobilières. Et là-dessus, on va trouver 340 millions. Je signale qu'au passage, ce n'est possible que parce qu'on fait un petit trou supplémentaire dans le bouclier fiscal. C'est-à-dire que c'est un financement hors bouclier fiscal. Donc, quelque part, encore une fois, M. Sarkozy, sur une toute petite chose, est amené à se contredire. Alors, messieurs, vous l'avez sans doute remarqué, on a entendu la réaction aujourd'hui de nombreux leaders de l'opposition, mais pas Martine Aubry, Olivier Delagarde. Pas de Martine Aubry. Eh oui, Martine Aubry, attention les yeux. Alors, pas d'ironie sur les problèmes ophtalmologiques de la dame des 35 heures, problème qui l'empêche d'être ce soir sur le plateau
de France 2. On entend déjà ceux qui pourraient gloser sur le fait de celles qui voient mal de l'œil gauche. En même temps, cette annulation de l'émission, à vous de juger, tombe quand même très mal. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à l'ami Sigmund Freud. Parce qu'on est devant quoi? Devant un superbe, devant un très bel acte manqué. Une sorte de symbole de l'embarras de Martine Aubry depuis le début du dossier. Embarras qu'elle a traité ce dossier des retraites. Rappelez-vous, c'était au début de l'année, en janvier, elle déclare « Je pense qu'on va aller très certainement vers un allongement vers 61 ou 62 ans. » Alors on se dit que Martine Aubry fait de l'œil à l'électorat centriste. Le problème, c'est qu'à gauche, la retraite à 60 ans, on y tient comme à la prunelle de ses yeux, la gauche de la gauche voit rouge. Du coup, quelques jours plus tard, Martine Aubry est obligée de revenir en arrière. On l'a mal compris, dit-elle, mon œil. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que sur ce dossier, à partir de ce moment-là, elle est quand même très, très discrète. Et elle laisse même, rappelez-vous, Ségolène Royal monter au créneau sur le dossier où on n'en croit pas ses yeux. Ségolène Royal qui, flairant l'aubaine, arrive à la télévision et les yeux dans les yeux peut affirmer solennellement que lorsque le Parti socialiste reviendra au pouvoir, elle reviendra à la retraite à 60 ans. La droite crie que c'est de la poudre aux yeux, que ça coûterait les yeux de la tête, mais la politique, c'est œil pour œil. On a suivi la bataille, la guerre de tranchées à l'Assemblée. Au Sénat, on s'apprête à passer quelques soirées sans fermer l'œil. La grande question que l'on se pose tout de même, c'est est-ce que la gauche est en mesure de faire aujourd'hui reculer le gouvernement? L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la gauche en a vraiment envie? Parce que des socialistes, sous le sceau du secret, vous le disent avec un brin de cynisme, finalement, ils préfèrent presque que la réforme passe. Dans 2 ans, se disent-ils, ils reviendront au pouvoir, ils pourront améliorer le projet sans avoir de mesures douloureuses à prendre. Et oui, en politique, Martine Aubry le sait bien, il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Merci Olivier de Lagarde. On attend donc la prochaine déclaration de Martine Aubry. On peut dire qu'on l'a à l'œil ici. Merci beaucoup, messieurs. On poursuit cette édition spéciale autour de la réforme des retraites avec dans un instant le débat avec de nombreux invités sur notre plateau. Et n'hésitez pas, je vous le disais tout à l'heure, si vous avez des questions à leur poser, allez dans notre chatroom sur le site publicsénat.fr. Je me ferai évidemment un plaisir de relayer toutes vos questions et vos remarques à l'antenne. Alors avant tout cela, je vous propose de regarder tout ce qui s'est passé dans le reste de l'actualité. C'est en images dans le tour de l'info. Nouvelle polémique autour de la question des Roms. Un fichier illégal et clandestin aurait été constitué par un office rattaché à la gendarmerie nationale. Brice Hortefeux dit ignorer ce fichier et vouloir demander un contrôle. 4 associations de défense des Roms et des gens du voyage ont de leur côté porté plainte auprès du procureur de Paris pour dénoncer ce fichier ethnique. C'est un fichier qui s'appelle MENS, M-E-N-S, c'est l'acronyme de minorité ethnique non sédentarisée. On est tombé dessus un peu par hasard. On a essayé de remonter le fil rouge à partir d'un certain nombre de liens Internet. Certains fichiers PDF se sont fermés par la suite, bizarrement. Et donc on voit qu'il y a un fichier clandestin qui existe depuis des années. François Fillon avait récemment laissé la porte ouverte. Une centaine de députés UMP s'est engouffré dans la brèche en réclamant la suppression du bouclier fiscal et de l'ISF, et ce, dès 2011. L'amendement a surpris tout le monde, de Jean-François Copé à l'Élysée. Un coup dur pour Nicolas Sarkozy qui a fait du bouclier fiscal la mesure phare de son quinquennat. Cet amendement devrait être discuté mi-octobre à l'Assemblée nationale. Non, Bernard Kouchner n'a pas envoyé de lettre de démission à l'Élysée. C'est le Nouvel Observateur qui l'affirmait dans son édition du jour, précisant que le ministre des Affaires étrangères dénonçait des humiliations de la part des conseillers de Nicolas Sarkozy. Démenti formel. Le Conseil constitutionnel valide la loi interdisant le port du voile intégral dans l'espace public. Une décision saluée par Matignon, qui se donne 6 mois après la promulgation de la loi pour, je cite, préparer la mise en œuvre de cette interdiction. Les premiers poissons morts sont apparus à la surface du Danube. Le flux toxique de boue rouge provoqué par un accident industriel a commencé à affecter l'écosystème du principal fleuve de Hongrie. Alors que de longs travaux de nettoyage commencent dans les premiers villages touchés, les conséquences écologiques sont encore difficiles à évaluer.
Le bilan humain, lui, est connu. 4 morts et près de 150 blessés. Le prix Nobel de littérature 2010 attribué à l'écrivain Mario Vargas Llosa. Le romancier péruvien naturalisé espagnol s'est dit très fier de cette distinction. À 74 ans, il est connu pour ses écrits politiques, libéraux et engagés. Retour sur le plateau pour cette édition spéciale autour de la réforme des retraites avec de nombreux invités avec nous. Catherine Tasca, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vice-présidente socialiste du Sénat. Avec nous également Hervé Mariton, bonsoir. Bonsoir. Député UMP de la Drôme. François Delapierre, bonsoir. Délégué général du Parti de gauche. Et également avec nous ce soir Jean-Marie Van Lerenberg, bonsoir. Sénateur Union centriste du Pas-de-Calais. Alors Hervé Mariton, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord ce soir avec votre collègue député UMP, Marie-Jo Zimmermann, qui, parlant de ces amendements, considère que c'est un pas dans la bonne direction, mais que ça reste insuffisant? Ces amendements sont utiles, bienvenus. Il y a sûrement encore des progrès à faire. Moi, simplement, au point où nous en sommes, je crois tout de même qu'il faut dire aux Français que la réforme des retraites ne peut pas régler tous les problèmes sociaux, tous les dossiers sociaux, tous les enjeux sociaux du pays. Une partie de la gauche veut manifestement transformer les retraites en prestations sociales. Ça n'est pas notre choix dans la majorité. Donc, est-ce qu'il y a un problème de salaire des femmes par rapport aux hommes? Oui. Est-ce qu'il y a trop de chômage dans le pays? Oui. Est-ce qu'un certain nombre de personnes ont des carrières incomplètes? Oui. Mais je rappelle que les retraites, c'est le reflet de la carrière. La retraite, c'est un salaire différé. Et attention à charger la barque avec trop d'enjeux des différents problèmes sociaux du pays en même temps sur le dossier des retraites. On court le risque de les transformer en prestations sociales, ce qui peut satisfaire les gens très à gauche, ce qui peut aussi satisfaire ceux qui ont envie de vider les retraites par répartition de leur sens. Parce que si la retraite, c'est une prestation sociale, il y a des gens qui diront « allons chercher, allons calculer notre retraite ailleurs ». Beaucoup de mises en garde, bon, à l'égard peut-être du Parti socialiste, à l'encontre du Parti socialiste, Catherine Tasca. Non, je crois que la retraite n'est pas du tout conçue comme une prestation sociale. Simplement, ce que nous disons, c'est que la réforme telle qu'elle est pensée aujourd'hui par la majorité est profondément injuste. En plus, nous pensons qu'elle est inefficace, qu'elle ne résoudra pas le problème à terme du financement des retraites par répartition, car nous sommes aussi attachés que vous au système par répartition. Mais quelle est la position du Parti socialiste aujourd'hui? On a du mal à comprendre. Est-ce qu'ils veulent que le texte soit complètement retiré ou est-ce qu'ils disent aujourd'hui c'est insuffisant, donc il faut avancer plus sur ce même texte? Il y a deux choses. Nous pensons en effet profondément qu'il faut retirer ce texte, réorganiser la concertation, un dialogue sérieux avec les organisations représentatives. C'est cela que nous souhaitons. Maintenant, par rapport à cette offensive médiatique du gouvernement qui sort impromptu 2 amendements en mettant en exergue 2 mots qui font flash, bien sûr, femmes et handicapés, mais qui sont des mesures, lorsqu'on les regarde de très près, qui en fait sont totalement à la marge de cette réforme qui concerne très peu de personnes. Je dirais sont des portes étroites parce que les conditions mises pour garantir la retraite à 65 ans sans décote à des parents handicapés ou à une mère de famille de 3 enfants sont des conditions tellement restrictives que ça n'a pas grand sens. Donc on assiste là à une opération d'affichage médiatique. Donc nous continuons de penser que cette réforme doit être repensée. Avant de passer la parole aux autres invités quand même, est-ce que vous reconnaissez que c'est une avancée pour les femmes, celles qui sont touchées, les 130 000 femmes, c'est quand même important pour elles? C'est un non-recul, Sonia Mabrouk. Ça n'est pas une avancée. Non, c'est un non-recul. Alors, effectivement, on crée une petite niche abritée, je le rappelle, pour simplement 5 classes d'âge, les femmes nées entre 1951 et 1955. C'est une mesure transitoire, mais au bout du chemin, ça va concerner très très peu de femmes, alors qu'il y a une vraie attente des femmes à travers le débat sur les retraites pour que l'on prenne vraiment au sérieux leurs problèmes de déroulement de carrière. C'est dans le débat sur les salaires et leurs problèmes d'inégalité des salaires. C'est dans le débat sur les carrières. Je voudrais vous dire que, très franchement, vous ne pouvez pas isoler la question des retraites du problème plus global, par exemple, de l'emploi. Nous savons bien on ne peut pas tout régler dans le débat sur les retraites, sauf à tuer le sujet. Vous risquez de ne rien régler du tout parce que, de toute façon, le financement de cette réforme, nous le savons, n'est pas assuré, en tout cas pas durablement. Il faudra y revenir
de toute façon. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, les jeunes en particulier, qui commencent à s'inquiéter sérieusement de cette réforme, n'entrent pas dans la vie active suffisamment tôt, de même que les quinquagénaires en sortent, eux, trop tôt. Donc le terme des 65 repoussés à 67 ans, c'est une catastrophe pour ces deux catégories. Non. Balle au centre, justement, balle au centre pour laisser la parole aux sénateurs centristes. Jean-Marie Vanlerenberghe, on dit souvent que ces amendements, on a entendu que ces amendements sont aussi destinés aux sénateurs centristes pour qu'enfin ils penchent vers la majorité. Est-ce que vous allez pencher? On verra. C'est pas ça qui va nous faire pencher. C'est une première étape par rapport aux amendements que nous avons déposés, qui concernent bien sûr cette mesure de passage de 65 à 67 ans, mais aussi la pénibilité, mais aussi la retraite par points, auquel nous croyons beaucoup, pour en finir avec cette inégalité entre tous les régimes de retraite. Donc votre vote n'est pas acquis ce soir? Absolument pas. C'est une première mesure importante, parce que c'est vrai que cette réforme, à ce niveau-là, ciblait les plus fragiles. En particulier les femmes ou les parents d'enfants handicapés. Donc nous avons demandé qu'au moins on fasse un geste. Maintenant, ce geste ne coûte pas cher. Est-ce qu'aujourd'hui elle vous paraît juste maintenant cette réforme avec ce geste-là? Non, absolument pas. Je pense qu'il faudrait aller plus loin. Je pense qu'il faudrait revenir carrément sur cette mesure, revenir à 65 ans. D'autant plus que l'économie dont rêve le gouvernement ne sera pas du tout au rendez-vous, au niveau qu'ils espéraient. On a parlé de 6 milliards, ensuite de 7 milliards. Moi, je vous dis que ça se situe entre 1 et 2 milliards. Alors... Et donc, 1 et 2 milliards, ça se trouve quand il s'agit d'une mesure sociale de solidarité avec les plus faibles, avec les plus fragiles de notre société. Alors, un discours encore plus tranché, ça doit être celui de François Delapierre. Est-ce que vous défendez toujours aujourd'hui le principe de la grève reconductible malgré ces avancées? Ça, c'est le travail des syndicats de savoir Olivier Besancenot l'a dit aussi. Oui, d'Olivier Besancenot aussi veut, mais là, concernant le parti de gauche, nous, on ne se mêle pas de la politique des syndicats. Simplement, ce qu'on constate, c'est que ce qui s'installe... là, on a une manœuvre de Nicolas Sarkozy, à la fois dans la mise en scène. Il convoque des ministres, il convoque des sénateurs, le président du Sénat. Il leur dit voilà les amendements que je défends. Il n'est pas sénateur. Normalement, il est censé respecter la sagesse du Sénat. Non, c'est lui qui est à l'origine de ces amendements. C'est comme ça que le ministre Woerth le présente. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a une espèce de face-à-face entre le président de la République et la rue. Il n'y a plus rien au milieu de ça. D'ailleurs, ces amendements ont été discutés à l'origine à l'Assemblée. Et à l'Assemblée, ils avaient été rejetés par M. Woerth, qui disait « Vous n'y pensez pas, c'est impossible, ça coûte plus de 3 milliards, on ne les trouvera jamais. » Bon. Donc là aussi, cette affaire se retourne contre eux, puisque la preuve est faite que ces 3 milliards, on les trouve en quelques instants. Il a suffi d'augmenter de 0,2% le prélèvement sur le capital et de 2%, la taxation des plus-values immobilières pour que d'un seul coup, ce qui était impossible, soit possible. Donc c'est bien la preuve de ce que nous disons, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent et que si ce gouvernement ne veut pas garantir la possibilité aux travailleurs d'avoir une retraite à un âge où ils peuvent encore en profiter, c'est parce qu'il ne veut pas s'en prendre au gigantesque profit du capital. Alors, le représentant du parti de gauche dit avec beaucoup d'assurance des chiffres absolument faux. Mais c'est M. Woerth qui nous a dit ça coûte 3 milliards, 3,4 milliards. C'est ce qu'il a dit. Non. Cumulé sur 5 ans. C'est ce qu'il a dit. Ah oui, mais c'est pas du tout ce dont nous parlons, c'est le financement annuel de la mesure, s'il vous plaît. Donc, vos chiffres, et le débat porte sur ce que cette réforme permet de gagner chaque année, vos chiffres pour peser et pour faire choc sont faux dans le débat. S'il y en a qui additionnent des chiffres, si je peux me permettre, M. Mariton, c'est bien vous quand vous annoncez des déficits cumulés sur des dizaines d'années. Je pense que ça ne fait pas de mal dans ce dossier. Je pense que ça ne fait pas de mal dans ce dossier de partir de chiffres solides. J'entends d'ailleurs ce que dit notre collègue sénateur sur quelques difficultés d'évaluation, parce que c'est vrai que le passage de 65 à 67 ans pour l'âge pivot permet des économies importantes, qu'il peut y avoir quelques débats sur le chiffrage exact. Au passage d'ailleurs, moi je fais le reproche au gouvernement de ne pas avoir, dans les mois qui ont précédé l'ouverture du débat sur la réforme, suffisamment parlé de cette affaire, de ce qu'on appelle techniquement l'âge pivot. Attendez, on a beaucoup parlé du 60-62, et on n'a pas beaucoup parlé du 65-67, alors que tous les gens qui sont un peu rentrés dans le dossier des retraites savaient qu'il y avait là une mesure essentielle en termes d'économie, car elle permet de faire des économies importantes. Simplement, on n'a pas beaucoup parlé aux Français. Tout d'un coup, les Français ont entendu parler de ce passage de 65 à 67 et se sont demandé ce qui se passait. Moi, je dis simplement, quand j'entends ce qui est dit, soit par Mme Tasca, soit par M. Vanlerenberghe, que
clairement, cette réforme ne va pas tout régler pour l'éternité des temps. Moi, je suis même capable de dire qu'à certains égards, elle est trop timide quand on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays. Mais regardez les mesures d'âge décidées dans d'autres pays. Donc vous auriez même été après la favorable à un réforme. passage à 63 Même ans, après la par réforme. exemple, Hervé Mariton. Vous pouvez dire cela. Même après la Explicitez réforme. vos propos. Oui, mais Donc j'explicite. à 63 ans, vous auriez Ça été aurait eu pour- du sens. Le choix que nous faisons, c'est celui d'une réforme plus modeste. Qu'on n'aille pas nous dire qu'on charge trop la barque. La réalité est que cette réforme, vue de France, sera nettement plus modeste que celle d'autres pays. Catherine Pour autant, Tasca. elle est à la fois utile et indispensable. Elle permet de mieux assurer l'avenir financier des régimes de retraite, au moins pour la période Quand vous entendez des la majorité, 10-15 ans qui la viennent. majorité parler de 63 ans, vous dites ouf, heureusement que Nicolas Sarkozy a dit 62 ans. Non, je ne dis pas ouf. D'abord, je rappelle que très peu de salariés, sauf dans les couches supérieures, arrivent effectivement à la retraite en position de travail, De plus d'emploi en plus, actif. et heureusement. Oui, écoutez, j'entends ces prévisions, on nous assure que Non, tout c'est une ça va réalité de ces dernières s'améliorer. années, madame. Oui, c'est une évolution, Oui. mais nous ne sommes pas arrivés encore à ce que vous prétendez. Donc, beaucoup de salariés, je l'ai rappelé tout à l'heure, entrent de plus en plus tard dans la vie active. C'est ce qui inquiète la jeunesse aujourd'hui. Et beaucoup de salariés sont au chômage ou hors emploi, en tout cas, bien avant de franchir ce seuil des 65 et pire des 67 ans. Donc, il y a là, je dirais, une présentation qui est tout à fait trompeuse pour l'opinion. Monsieur Wallenberg, sur cette présentation, est-ce que vous êtes d'accord avec la majorité? Non, Non. Je pense Là, que ça va trop loin, le problème, 63 non, j'ai bien dit tout à l'heure que c'est une mesure. C'est un premier pas qui me paraît évidemment intéressant. Alors, quel je ne vais geste pas vont nier, apprendre, ça, hein. c'est Non, mais clair. dites-nous clairement, quel Mais geste supplémentaire vous ferait basculer du côté de la majorité Ah bah je aujourd'hui? pense pas du côté de la majorité, du côté d'une réforme essentielle Excusez-moi. pour l'équilibre des retraites. Alors, quel geste et je souhaiterais, pour ma part, que nous ayons tous les chiffres sur la table pour pouvoir parler disons, je dirais également de choses qui soient bien connues de l'opinion, c'est-à-dire on ne peut pas parler comme on fait actuellement, à s'envoyer des chiffres. On connaît un peu les chiffres. Oh non, on ils en a ne sont beaucoup pas parlé tout à ici fait dans le vrais. débat. Bon, Madame donc pour Abroxy. moi, il ne s'agit pas de se rapprocher ou de s'éloigner de la majorité. Alors, quel Il geste s'agit vous de la ferait réforme. trouver cette réforme juste? Eh bien, Dites-nous, je- un Un geste cinéma, si je supplémentaire. puis me Je permettre. souhaite- C'est pas la je position souhaite, des je l'ai dit sénateurs tout à l'heure, centristes qui va être décisive. C'est combien il y aura de gens dans la rue le 12 octobre prochain. Il y a un cinéma qui est organisé pour faire croire que les sénateurs centristes détiennent la clé de cette réforme. Ils ont déjà dit que ça leur suffisait Peut-être que vous pas. n'êtes pas le Ils veulent scénariste aller chef, plus non loin. Enfin, sur la Ils veulent aller vers, pénibilité, je l'ai dit. la retraite à point. Monsieur Abou, votre Oui, président, bien est sûr. l'instigateur de la manœuvre sûr. qui a conduit Parce que nous nous à ce qu'au plaçons- Sénat, on retarde le débat sur les amendements Vous n'êtes qui pas étaient porte-parole du prévus groupe, au début. centriste du Sénat. Nous nous plaçons dans une de démarche cette séance. constructive, c'est la écoutez, différence avec vous. Tout ça est un. Nous nous plaçons dans Tout une ça est une démarche mise en constructive. scène Moi- pour détourner l'attention des Français du fait qu'il y a un des plus grands mouvements sociaux que le pays ait connu depuis ces dernières décennies. Vous avez une multiplication, vous le montriez dans votre sujet, vos invités en parlaient, des grèves et des mobilisations. C'est là que ça va se jouer. Est-ce que vous pensez C'est que pas ces dans la grèves, position est-ce des que vous centristes. pensez que Et ça, ces ça sert grèves à parler d'autre reconductibles, elles chose. sont populaires aux yeux de l'opinion? Ah, je pense que oui. Vous pensez et je pense qu'elles que c'est sont ça d'ailleurs populaires, qui ces s'est. grèves Je reconductibles pense dans que les ce qui s'est transports? produit. Vous pensez pas si que vous- l'opinion si peut des- se retourner contre Si des ces salariés grèves-là? aujourd'hui se posent la question de se mettre en grève reconductible, c'est parce qu'ils se sentent soutenus par la majorité des Français. Ça, c'est certain. C'est quelque chose que bon, il suffit d'aller dans les manifestations pour le Catherine Tasca, et je vous laisse la parole. C'est Catherine jamais Tasca. une solution que les organisations syndicales choisissent facilement. Parce qu'effectivement, on peut avoir des retours d'opinion par rapport à des mouvements qui entravent la vie au quotidien. Si les Français aujourd'hui sont si nombreux dans les manifestations et si tant de salariés sont prêts à faire ce qui pour eux est un sacrifice, une grève reconductible, c'est parce que le gouvernement ne leur offre on peut aller aucune vers un blocage du alternative. pays. Avec tout le respect Le qu'on doit. gouvernement, vous permettez Oui. que je termine, J'en le prie, madame. gouvernement ne leur offre aucune alternative. La réforme telle qu'elle est conçue aujourd'hui
la majorité des Français, une grande majorité, considère qu'elle n'est pas acceptable et voudrait qu'on remette il n'y a pas d'enthousiasme. Je vous accorde en effet qu'il n'y a pas d'enthousiasme au fait de travailler jusqu'à 62 ans. Je veux simplement dire que je crois que beaucoup de nos citoyens ont compris. J'ai beaucoup de respect pour les manifestants et pour les organisations syndicales. Je ne crois pas qu'il y ait de raz-de-marée pour autant. J'observe d'ailleurs, regardez les entreprises, les réponses au débat sur la grève sont beaucoup plus subtiles que ça. Par exemple, j'ai compris que l'UNSA à la RATP avait fait le choix de ne pas se joindre au mouvement. Ensuite, regardons, je pense qu'on peut espérer que le service garanti fonctionnera des entreprises de transport. Ça n'est pas un raz-de-marée. Désolé. Regardez les choses en face. Moi, je respecte beaucoup aussi les grévistes. Ils prennent leurs responsabilités. J'ai été syndicaliste, je sais ce que c'est. Hein, et je dis simplement, la loi, c'est le Parlement qui l'a fait. Vous êtes parlementaire, il n'y aurait jamais eu ces amendements, monsieur. Non, je vous en prie. Je vous en prie. De toute façon, nous n'aurions pas voté dans ces conditions. Et donc, il n'y avait pas de loi. Vous le savez très bien. Non. Vous savez très bien qu'au Sénat, il n'y a pas de loi si les centristes ne votent pas pour cette loi. Vous ne considérez pas que les sénateurs ont été en pointe sur certaines choses les sénateurs centristes ici au Sénat, la Constitution, tout simplement. Les sénateurs centristes ici au Sénat défendent une philosophie qui est tout à fait celle du gouvernement. On parlait des sénateurs en particulier, on ne va pas faire un débat sur le sang. On défend la justice sociale et l'équilibre. L'équilibre de notre régime de retraite. Vous n'êtes pas dans l'opposition à cette loi. Et les amendements dont on vient de parler sont des éléments marginaux. Encore, je voyais Woerth expliquer que ça allait régler le problème des femmes. Vous dites qu'il ne faut pas régler le problème des femmes avec les retraites. Monsieur Woerth expliquait que ça allait régler le problème des femmes. Ceci n'est pas vrai. Madame Tasca disait que ça concerne 5 classes d'âge de femmes. Il faut avoir eu 3 enfants. Savez-vous qu'il existe des femmes qui n'ont pas eu 3 enfants? Ça n'est pas une obligation encore dans notre pays d'avoir 3 enfants. Donc ça ne règle pas ça. Et à qui est-ce que monsieur Woerth répondait? Il répondait à l'argument des opposants à la loi. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on essaye en effet d'apporter une mesure solidaire à l'égard des femmes ayant eu 3 enfants? Je vous l'accorde, toutes les femmes n'ont pas eu 3 enfants. Mais celles qui n'ont pas eu 3 enfants ne se trouvent pas dans la même difficulté au regard de la réforme. Et il n'est pas scandaleux de répondre à celles qui sont le plus en difficulté. La réforme ne va pas répondre à tous vos enjeux. Il y a quelques semaines, devient possible soudainement. On ne peut pas aller là-dessus. On va terminer en donnant la parole. Parce qu'il y a trop de députés Monsieur européens. Non, pas du tout. Non. Si vous voulez. Parce qu'il y a eu des manifestations, parce qu'il y a une mobilisation. C'est un débat qui avance. Nous suivons également ce qui se passe en séance, parce qu'à l'hémicycle, nous avons Perrine Tarnaud qui regarde pour nous ce qui se passe en séance. Je vais lui donner la parole dans un instant, mais d'abord, je voudrais vous poser une dernière question pour conclure ce débat. Qu'est-ce que vous attendez à présent, les uns et les autres, à la fois du gouvernement, de la rue, et puis peut-être du Sénat surtout? Catherine Tasca. Nous attendons que le gouvernement fasse vraiment mouvement. Depuis des semaines, il pilonne l'opinion en disant « rien ne bougera ». La preuve a été faite aujourd'hui que des choses, des petites choses, pouvaient bouger. On attend que le gouvernement bouge vraiment et remette en question la philosophie de sa réforme, parce que nous croyons qu'elle est inefficace et profondément injuste. Je termine le tour de table. Hervé Mariton. Cette réforme n'est pas parfaite, cette réforme est utile. Comme elle est perfectible, les quelques évolutions qui sont proposées sont bienvenues, il faut les prendre, mais il ne faut pas casser la logique de la retraite, salaire différé, reflet des carrières en effet, même si plein d'autres chantiers sociaux doivent permettre d'avancer. Je pense au salaire des femmes, je pense à l'emploi des jeunes, je pense à l'emploi des seniors en effet, tout ça ne se réglera pas avec les retraites. Et très franchement, si les socialistes ont des conseils géniaux à nous donner, donnez-les-nous. Dites-nous comment vous voyez, vous, la réforme des retraites. Pour l'instant, nous ne le savons pas. François Delapierre. Moi, j'espère qu'il y aura un raz-de-marée, pour reprendre le mot de M. Mariton, le 12 octobre, parce que la France est un pays riche et elle a les moyens de payer des retraites décentes à ses travailleurs. Mais il faut accepter de partager. Pas sûr que notre niveau de dette... C'était le dernier mot, Hervé Mariton, l'occasion de présenter aussi votre livre, Transmettre pour construire. Voilà, le dernier mot aussi à Jean-Marie Van Lerenberg. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Tout ce que nous attendons, nous, c'est qu'on réforme ces retraites, parce qu'il faut les sauver. Il faut sauver le régime par répartition. C'est simple, ça. Et que le régime par répartition, ça veut dire quelque chose. Il faut en corriger les injustices, mais le dispositif qui est mis en place, c'est un dispositif qui est construit. Simplement, je demanderais que des injustices sur la pénibilité, sur l'inégalité entre les régimes, les 40 régimes de retraite, les Français ont le droit à l'égalité dans ce domaine. Et je souhaite que ça se passe dans le dialogue social qui n'a pas malheureusement existé. Merci. Je pense que certains ont trop une calculette à la place du cœur. C'est une belle conclusion en tous les cas. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à cette édition spéciale qui se poursuit. On va se rendre tout de suite en séance avec Perrine Tarnaud pour de nombreux...
Intervention des débats dans l'hémicycle, très animée. Perrine, c'est à vous. Oui, l'ambiance est quand même un petit peu plus calme, Sonia, ce soir que cet après-midi ou même ce matin. Les discussions autour des 2 articles appelés en priorité par le Sénat ce soir, c'est-à-dire les articles 5 et 6 du projet de loi sur les retraites concernant les bornes d'âge de départ à la retraite, les 62 ans ou au plus tard les 67 ans pour les pensions sans décote. Eh bien, ces articles, les discussions autour de ces articles ont débuté dans l'hémicycle. Je vous propose tout de suite justement de rejoindre la séance et puis on refera un point sur cette discussion avec différents invités ici à notre micro. À tout à l'heure. Jusqu'à qualification professionnelle équivalente, l'écart demeure de 10 à 15%, ce que rien ne peut justifier. Au-delà des raisons dites structurelles et des discriminations indirectes, les femmes sont victimes d'une discrimination directe en matière de salaire que de nombreuses lois et accords n'ont pas réussi à faire disparaître, essentiellement parce qu'elles sont concentrées dans les petites entreprises qui échappent à la plupart des dispositions législatives et aux accords concernant l'égalité professionnelle et salariale. Or, votre proposition de pénalité se limite aux entreprises de plus de 50 salariés, et donc il y a peu de chances que cela évolue. D'autre part, dans un couple, l'arbitrage des carrières se fait encore presque systématiquement en faveur du mari, en cas de mutation professionnelle impliquant un changement de domicile, de nature ou de rythme de travail, et les femmes sont prises dans un cercle vicieux dont la situation professionnelle et salariale inférieure à celle des hommes constitue donc à la fois la cause et la conséquence. Or, lorsqu'à 50 ans on quitte un travail, il n'est pas évident d'en retrouver un, dans un marché du travail fortement dégradé et fortement concurrentiel. Et pour ce qui concerne les rémunérations à l'embauche, les personnes avancées en âge se trouvent face à un dilemme. Admettre des rémunérations plus faibles face à de plus jeunes demandeurs d'emploi, alors qu'à la différence de ces derniers, le montant des rémunérations perçues dans les 25 dernières années sert au calcul de la retraite, alors que depuis un an, le chômage de plus de 50 ans a augmenté de 17,6% et que 6 salariés sur 10 sont sans emploi au moment de partir à la retraite, les 2 ans supplémentaires n'allongent pas arbitrairement la durée de vie active, ils allongent en réalité la durée de la période de précarité face à l'emploi et mécaniquement, ils permettent de diminuer le montant de la pension puisqu'ils font glisser la période des 25 dernières années sur laquelle est calculée la pension. Nous savons tous que les retraites des femmes sont nettement inférieures à celles des hommes. Et votre réponse consiste à dire qu'il faut améliorer la situation des femmes dans l'emploi afin d'améliorer leur situation face à la retraite. On en est bien d'accord, mais Monsieur le ministre, c'est un aveu d'impuissance. Savez-vous que ce que vous présentez comme une solution, notamment l'égalité salariale, est en réalité l'un des objectifs du combat des femmes depuis des décennies ? Nous sommes ravis d'apprendre aujourd'hui qu'il ne s'agit que d'une mesure qui se décrète et je ne doute pas que le gouvernement va décréter de rechef demain matin que l'égalité salariale est un fait en France. Rassurez-vous, nous ne sommes pas dupes et personne dans le pays n'a compris que votre texte sur les retraites réglait le long combat des femmes pour l'égalité salariale et professionnelle, auquel depuis 30 ans, plusieurs textes ou accords n'ont pas réussi à mettre fin. Pour terminer, je dirais que votre méthode qui consiste à ne pas prendre en compte les différentes situations de notre population constitue une véritable discrimination qui a d'ailleurs été annoncée par la HALDE dans son avis de septembre dernier et ceci est inacceptable. Merci, mon cher collègue. La parole est à Bernard Cazeau. Monsieur le Président, mes chers collègues, notre système de retraite est confronté au défi du vieillissement de la population comme aux conséquences d'une situation de l'emploi dramatique. Cela a déjà été dit, cela va de pair d'ailleurs. Pour autant, le projet de réforme des retraites que vous nous proposez dans l'urgence ne répond en fait qu'aux exigences de la notation financière. Il ne garantit en rien la pérennité durable de notre modèle par répartition, quoi qu'en dise, comme il l'a fait tout à l'heure, M. Longuet.
Bien au contraire, il aggrave les injustices. Sa mesure phare, le relèvement de l'âge minimum de départ à la retraite de 60 à 62 ans, accroît les inégalités et restreint les possibilités de choix des salariés sur qui repose l'essentiel des efforts consentis. Ce sont ces compatriotes aux carrières incomplètes qui vont le plus pâtir de la réforme en voyant leur âge de départ à taux plein reculer de 65 à 67 ans à partir de 2016. Ce sont les femmes qui seront le plus concernées. Voilà, on interrompt quelques instants cette séance pour faire un point avec le sénateur Vert, Jean Desessard. Bonsoir, merci d'être avec nous. Comment vous analysez la situation au Sénat ce soir ? La situation, c'est une situation de blocage. On voit très bien que le gouvernement ne veut pas tenir compte des millions de Français qui manifestent, qui disent on ne veut pas de cette réforme, on ne veut pas de recul de l'âge. Et il n'y a aucune discussion sur ce point. Et on a présenté des modes de financement différents. On a dit que les socialistes ont proposé des modes de financement, les communistes également, les écologistes, je l'ai fait cet après-midi, j'ai avancé des chiffres, j'ai dit voilà comment on pourrait financer le déficit, et il n'y a aucune avancée de la part du gouvernement. Est-ce que les deux amendements proposés ce matin par le gouvernement pouvaient être une porte de sortie pour certains ? Les deux amendements de ce matin, c'était une opération publicitaire du ministre que j'ai qualifié le ministre de la réclame, celui qui lance des spots publicitaires dans l'hémicycle pour communiquer à l'extérieur, de dire j'ai fait quelque chose pour les femmes. Voilà, regardez, il y a une inégalité homme-femme, donc j'ai fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Une petite mesurette qui concerne des situations très spécifiques. Ça touche peu de personnes. C'est une avancée qui était quand même réclamée par tous les groupes politiques. L'avancée qui est réclamée par tous les groupes politiques, c'est qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes. Là, il va toucher une certaine catégorie de femmes entre 55 et 59 ans, celles qui ont eu 3 enfants et qui ont déjà travaillé avant le premier enfant. C'est très spécifique. C'est comme le RSA pour les jeunes. Normalement, c'est un RSA pour les jeunes, sauf que ça ne touche qu'une petite catégorie des jeunes. Donc là, c'est pareil, il y a une situation d'injustice des femmes par rapport aux hommes, mais on ne résout pas toute l'injustice des femmes par rapport aux hommes, c'est simplement une catégorie et on communique énormément là-dessus. Voilà ce qui s'est passé. Pour vous, le point important du projet de loi, ça reste la borne d'âge de départ à la retraite, 60, 62 ans. Vous souhaitez le maintien aux 60 ans ? Voilà, il y a 2 bornes. Il y a 60 à 62 ans et de 65 à 67 pour les pensions sans décompte. C'est là qu'on a touché, par la petite mesurette du ministre de la réclame, on a touché qu'une petite catégorie. Au lieu d'avoir le taux plein à 67, elle va les avoir à 65. Mais la question qui est posée, ce qui est injuste pour ces femmes, qui a justifié la mesurette, celles qui n'en bénéficient pas, pourquoi ça serait juste ? Pourquoi ça serait juste ? Elles ont été au chômage, ou elles n'ont pas travaillé, ou il y a eu des périodes de précarité. Pourquoi ça serait juste que ces femmes-là aillent jusqu'à 67 ans ? Donc la question qui est posée en creux lorsqu'il y a une mesurette pour une petite partie de ces femmes, c'est pourquoi la majeure partie qui n'en bénéficie pas, elle n'a pas droit. Ça pose le problème de l'injustice pour les autres. Alors Jean Desessard, quelle va être maintenant la stratégie des Verts ? Vous appelez à aller manifester aux côtés des syndicats, j'imagine, dans la rue le mardi prochain, le 12 octobre. Vous soutenez également les mouvements des jeunes. On voit, ils commencent à descendre dans la rue un petit peu partout en France. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de débordement maintenant ? Alors les risques de débordement, je dois dire que d'abord, c'est à mettre au débit du gouvernement. Parce qu'on lui a dit, c'est un projet de société, chose avec laquelle ils sont d'accord, c'est un maintien d'un système, mais il y a d'autres modes de financement. On vous propose un référendum. Donc on a dit hier, voici, on peut organiser un référendum pour en débattre devant la société. Bon, la majorité du Sénat vous a dit non. Mais elle a dit non. Et pourquoi elle a dit non ? C'est ça qui est un problème. Si c'est un projet de société, ça touche tout le monde. Les gens sont éduqués, les gens sont informés, donc ils peuvent bien donner leur point de vue. Et à partir du moment où on dit non, et qu'il y a un mouvement social qui se développe, ça conduit à quoi ? C'est des frustrations sociales, ça peut faire un mouvement qui bloque toute l'activité économique. Mais pourquoi ? Pourquoi ne pas faire tout simplement un référendum ? On considère qu'il y a un projet de société avec plusieurs réponses. Eh bien, on fait un référendum et c'est la majorité des citoyens qui tranchent. Et au lieu de cela, on se maintient dans une attitude de refus.
on dit qu'il n'y a pas d'autre solution, alors que c'est faux. Puisque nous... Vous pensez que les syndicats, les leaders syndicaux peuvent être dépassés par les événements dans les jours à venir? Mais ce qui dépasse la responsabilité syndicale, on va dire, la responsabilité syndicale, c'est qu'ils veulent, eux préféraient qu'il y ait une véritable négociation. Mais ce qui dépasse, c'est le mal-être, la souffrance des gens. C'est qu'on ne se rend pas compte que derrière la question de la retraite, les gens en ont marre de l'injustice, ils en ont marre de la précarité, ils en ont marre du chômage, ils en ont marre qu'on leur dise, après avoir travaillé 30, 40 ans, on leur dit qu'il faut encore travailler 2 ans, tu vas travailler 2 ans pour pas grand-chose, alors qu'il y a des profits immenses pour certains, qu'il y a de la corruption et que justement les gens ont vu que ça change et ce qu'ils expriment en manifestant, c'est leur souffrance et de dire non, ça suffit, cette société-là n'est pas juste. Très bien, écoutez, merci Jean Desessard. Je vous laisse rejoindre l'hémicycle du Sénat pour défendre vos amendements et votre projet de société. Merci d'avoir été avec nous. Direction tout de suite la séance pour suivre les discussions autour de l'article 5. Merci, madame. Pour celles qui ont un travail, elles devront travailler bien au-delà de 67 ans pour compenser la faiblesse de leur pension par des surcotes. Pour les femmes au chômage, elles seront contraintes de vivre plus longtemps avec les minima sociaux dans l'attente des 67 ans ou alors pour prendre leur retraite avec des décotes importantes. C'est un scandale, une double peine affligée à toutes ces femmes qui subissent déjà de profondes inégalités gravées dans notre société. C'est justement cette société que nous refusons et dont nous dénonçons les modalités d'organisation, où le partage des richesses se fait entre quelques privilégiés et où les inégalités se creusent aussi vite qu'augmentent les profits des entreprises du CAC 40. Monsieur le ministre, je vous propose de nous arrêter sur quelques grands constats. Dès le début de l'activité professionnelle, des écarts d'emploi se font jour entre les hommes et les femmes qui sont les plus touchés par le chômage et le temps partiel. Première injustice à laquelle s'additionne la discrimination salariale avec un écart de salaire de 18 à 27%, toutes générations confondues. Comme je vous le disais, la note s'avère salée pour les femmes et votre réforme, même amendée, est insuffisante pour alléger les différences alors qu'elle devrait répondre, cette réforme, à 3 objectifs. Le premier, de réduire les inégalités pendant la vie active en tenant compte, encore une fois, de la réalité du quotidien des femmes, à commencer par l'éducation des enfants, les tâches domestiques qui reposent encore trop souvent sur elles seules. Tout cela pèse sur l'emploi, le salaire et la carrière des femmes. La question de l'articulation de la vie professionnelle des femmes et des hommes avec la vie familiale reste donc entièrement posée. C'est le second objectif. Le troisième, le plus important, est de réintégrer dans les régimes de retraite la question de l'égalité des genres. Notre système de retraite par répartition, largement redistributif et correctif, permet d'atténuer les aléas de la vie. Mais de ces corrections, vous n'en avez cure et vous leur opposez plutôt l'allongement de la durée de cotisation et la remise en cause des droits familiaux dans le public et le privé. Le résultat de l'addition de toutes ces mesures injustes pénalise les femmes, dont la part parmi les nouveaux retraités concernés par la décote tend à s'accroître, passant de 41% en 2004 à 51% en 2007. De même, 3 femmes sur 10 doivent attendre l'âge de 65 ans pour compenser les effets d'une carrière incomplète et tenter d'accéder aux bénéfices du taux plein. Si les systèmes de retraite ne peuvent corriger toutes les inégalités professionnelles et sociales dont les femmes sont victimes, toutefois, ils ne peuvent les ignorer, comme vous le faites avec beaucoup d'aisance, ni rejeter l'essentiel des correctifs à opérer sur la solidarité nationale. Peut-être préférez-vous, mes chers collègues de la majorité, courir le risque de consacrer au travers d'une dualité des mécanismes de retraite, une dualité sociale et de genre qui, selon moi, est inacceptable. Et c'est bien pourquoi, avec mon groupe, je m'opposerai à ce report de 60 à 62 ans de l'âge d'ouverture du droit à la retraite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, la parole est à Yves Daudigny. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est bien connu, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent qui change de sens. Après que le plus haut responsable de l'État se soit engagé devant les Françaises et les Français à ne pas toucher à la retraite à 60 ans, qu'il les ait assurés que tenir la parole donnée était, je le cite, important pour lui, qu'il ait même révélé à cette occasion qu'il avait voté, le couperet est en train de tomber.
Mais je voudrais, Monsieur le ministre, peut-être même quelquefois vous plaindre. Si le scénario que vous êtes en train de nous jouer s'était déroulé il y a quelque temps, faute de SMS 2000, vous seriez peut-être dans l'épuisement d'aller et retour entre la rue du Faubourg Saint-Honoré et la rue de Vaugirard. Parce qu'à l'évidence, votre gouvernement est dans la stratégie et seulement la stratégie. Son seul souci, de quelle manière faire passer la pilule, faire avaler la potion, cela a même été benoîtement avoué. Preuve en est, depuis l'ouverture de nos débats ici, de la manière dont vous abattez les cartes de procédure au fur et à mesure et en fonction de notre capacité à mener ce débat au fond et jusqu'au bout. Et comme l'opposition veut effectivement mener ce débat projet contre projet, vous demandez d'abord la réserve de tous nos amendements portant article additionnel avant l'article 5, ce qui vous évite d'examiner tout de suite nos propositions et notamment de financement. Et comme l'opposition continue malgré tout à vouloir débattre, qu'elle résiste, vous exigez la priorité sur les articles 5 et 6 qui reportent les âges à 62 ans et l'âge du taux plein à 67 ans. Vous n'inscrivez pas votre projet dans le dialogue, mais uniquement dans le rapport de force. La considération que vous portez aux manifestations est révélatrice de cette stratégie de bon taux. Mais le final n'est pas encore écrit. Il faut dire la vérité à nos concitoyens. Il n'est nul besoin de reculer l'âge d'ouverture du droit à la retraite pour sauver le système. Et la réforme que vous voulez faire avaler aux Françaises et aux Français signe en réalité sa mort sur ordonnance. Alors que la politique fiscale de baisse des impôts, de cadeaux menée depuis 10 ans a ruiné les finances publiques, votre seul remède est de prendre toujours plus aux salariés en leur demandant maintenant de payer plus en travaillant plus. Vous nous teniez ce matin, Monsieur le ministre, le raisonnement suivant. La retraite est forcément une question d'âge, puisque l'on dit toujours « à quel âge prends-tu ta retraite ?» Doit-on vous faire crédit de ce que les véritables raisons qui fondent le présent projet de réforme que vous défendez sont quand même plus élaborées? La vérité, c'est que cette réforme est la plus brutale qu'aucune autre menée en Europe, la moins crédible en prétendant faire passer tout le monde sous la même toise, au mépris de ceux qui n'ont pas pu toujours travailler, qui n'ont plus de travail, au mépris de ceux qui travaillent depuis trop longtemps, au mépris de ceux qui sont épuisés. La vérité, c'est que ce projet n'est pas totalement financé. Nous le savons, rien n'est assuré après 2018 et vous avez pourtant ruiné le fonds de réserve, vous allez le faire, des retraites par avance. Votre réforme reporte en fait la dette. C'est le contraire de ce que vous affirmez sur la jeune génération d'aujourd'hui et de manière irresponsable. Nos propositions, Monsieur le ministre, mes chers collègues, sur le maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans ne sont pas la caricature que vous décrivez tout le temps. Ces propositions, elles sont responsables. Ce n'est pas du recul de l'âge de la retraite dont le pays a besoin aujourd'hui. Et la lecture d'une note de Pôle emploi, repère analyse statistique l'indique bien, je cite, « En lien avec la contraction sans précédent de l'activité économique en 2009, chute de 2,5% du PIB, l'emploi salarié recule de 1,5% entre fin décembre 2008 et fin décembre 2009, soit une perte nette. Quelques instants les prises de parole de l'opposition sur cet article 5 du projet de loi sur les retraites pour faire un petit point sur la position du groupe centriste avec Catherine Morin-Desailly. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous devez être satisfaite ce soir puisque les deux amendements proposés par Éric Woerth et le gouvernement ce matin concernant la retraite des femmes qui ont eu 3 enfants, une certaine catégorie d'âge, on l'a dit à maintes reprises sur l'antenne ce soir, 130 000 femmes concernées. C'était des amendements que vous-même, vous aviez déposés. Satisfaite alors? Oui, tout à fait. Je suis d'autant plus satisfaite qu'on les avait déposés non seulement au nom du groupe centriste, mais aussi au nom de la délégation aux droits des femmes à laquelle je participe le plus activement possible dans le cadre de ce projet de loi qui ne corrigera pas toutes les inégalités, on le sait. Il y a aussi la loi sur les inégalités professionnelles et salariales, mais il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent être grandement améliorés à travers l'examen du projet de loi. Alors est-ce que ces avancées du gouvernement pourraient satisfaire l'ensemble du groupe centriste et vous amener à soutenir la majorité sur ce texte? Alors il y a bien d'autres points, je pense notamment à une réforme plus structurelle que nous attendons, une réforme qu'on appelle à compte notionnel ou à points. C'est quoi ça, oui? Oui, donc il faut à terme arriver à un la retraite à points.
Voilà, la retraite à points, qui d'ailleurs permettrait aux femmes d'y trouver davantage leur compte. Et il faut aussi, à l'avenir, je pense, travailler à la question des droits propres liés au travail des femmes et pas seulement aux droits dérivés et familiaux. Parce que les femmes, vous le savez, elles ont envahi massivement le marché du travail. Aujourd'hui, elles ne dépendent plus exclusivement du travail et de la retraite de leur mari. Donc la société bouge, évolue, les structures de la conjugalité également bougent. Donc il faudra aussi qu'à terme, au-delà de cette étape de 2018, pour laquelle on espère redresser les comptes des retraites, eh bien, on puisse s'engager une réforme beaucoup plus profonde qui tienne compte des évolutions de notre société. Mais malgré tout, vous sentez bien qu'autour de ce projet de loi, eh bien, le mouvement de protestation se durcit. Est-ce que du coup, il faut que la majorité de droite dans son ensemble, c'est-à-dire UMP et les centristes, se serrent un petit peu les coudes pour avancer sur le texte ? Je crois surtout qu'il faut apporter des réponses. Il y a forcément des Français qui sont inquiets. Les femmes faisaient partie de ces Français qui étaient inquiets. Nous progressons à travers l'examen du texte. Je voudrais quand même rappeler que cet après-midi a été voté un amendement que j'avais proposé, qui consiste à affirmer dès l'article 1er qu'il y a égalité des assurés, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, cela ne figurait pas dans le projet de loi, donc c'est très important, même si ça peut paraître symbolique, mais en entrée du projet de loi, ça a une vraie signification qui sera déclinée après tout au long. Donc je crois qu'il faut aussi répondre aux Français sur la question de la pénibilité. Les centristes ont des propositions à cet égard. Ils souhaitent que soit pris en compte l'examen des risques qu'encourent certaines personnes qui travaillent. Et donc vous allez continuer à faire un peu monter les enchères autour de vos propositions vis-à-vis de la majorité qui a besoin de vos voix pour adopter le texte. Voilà, surtout contribuer à être une opposition constructive dans la majorité, c'est-à-dire faire avancer le texte de loi qui est une loi nécessaire, je tiens à le rappeler, parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Tous les pays de l'OCDE ont réformé leur système de retraite, notamment en tenant compte de l'allongement de la durée de la vie. Nier les chiffres, nier cette réalité, c'est assez irresponsable. Donc nous pensons que cette première étape est absolument nécessaire. Maintenant, il faut qu'elle se fasse avec une part de justice et une part d'équité. Donc nous serons très attentifs au sort qui sera réservé à l'ensemble de nos amendements. Il en reste un certain nombre. Très bien, écoutez, merci beaucoup Catherine Morin-Desailly. Je vous laisse à votre tour rejoindre la séance pour suivre donc la discussion, les différentes prises de parole des groupes d'opposition sur l'article 5 du texte. De basculer du chômage vers la retraite. Selon une note de l'UNEDIC, citée par la Tribune du 28 septembre 2010, la réforme des retraites aura un coût compris entre 440 et 530 millions d'euros pour l'assurance chômage, ce qui fait écho à la déclaration de François Fillon qui a affirmé le 16 septembre dernier que, je cite, « les partenaires sociaux qui gèrent l'assurance chômage vont devoir intégrer la réforme des retraites ». Fin de citation. Ainsi, il apparaît très clairement que cette réforme ne fait que déplacer un très important problème au lieu de lui apporter une solution pérenne. Dans le cadre de son projet alternatif au projet du gouvernement, le Parti socialiste prévoit une politique dynamique et volontaire de l'emploi des seniors avec l'objectif de leur permettre de retrouver une activité, mais aussi d'éviter de transférer une partie du coût des retraites sur l'assurance chômage. Nous persistons donc à refuser l'allongement de la durée de travail, ce qui nous conduit à demander la suppression de l'article 5. Merci, mon cher collègue. La parole est à Bernard Vera. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, vous prétendez réformer notre système de retraite pour lui permettre de retrouver l'équilibre sans aborder une seule fois la question fondamentale de son financement. Nous aurions pu, par exemple, nous attendre à un volet spécifiquement dédié au financement des retraites. Or, à sa lecture, on constate que ce volet manque cruellement, et pour cause. Car prévoir un volet financement aurait supposé de votre part la volonté d'apporter des ressources supplémentaires et surtout pérennes à notre protection sociale. Plutôt que d'agir ainsi et de faire contribuer les millions d'euros qui échappent au financement solidaire de la sécurité sociale, vous avez fait le choix de rallonger la durée de vie professionnelle des salariés, alors que dans le même temps,
les salaires et les pensions baissaient considérablement, particulièrement depuis 1993, depuis la réforme Balladur. Comment ne pas rappeler que pour les salariés du privé, le passage aux 40 annuités de cotisation, la prise en compte des 25 meilleures années et l'indexation des pensions sur les prix ont eu pour effet de baisser les pensions des salariés ayant une carrière complète de 10 à 15%, la baisse atteignant même 20 à 25% pour ceux n'étant pas parvenus à justifier d'une carrière complète. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on sait déjà que les articles 4, 5 et 6 de ce projet de loi entraîneront un écrasement des retraites. Pourtant, notre pays n'a jamais été aussi riche et les actionnaires ne se sont jamais partagé des dividendes aussi importants. À peine la crise finie que déjà les profits des entreprises cotées au CAC 40 explosaient de plus de 80%. La productivité des salariés de notre pays n'a pas cessé de progresser et donc d'augmenter la masse de richesse produite par salarié. 2 actifs d'aujourd'hui produisent autant ou presque que 3 actifs en 1983. Et tous les économistes le disent, les progrès de la technique et des sciences permettront encore, dans les années à venir, une augmentation considérable du ratio salarié sur valeur ajoutée. Et l'on voudrait nous faire croire que dans un tel contexte économique, il n'y aurait pas d'autre solution pour financer les retraites que de reporter de 2 ans l'âge légal de départ à la retraite. Il ne s'agit en fait que d'une posture idéologique. Vous faites travailler plus longtemps les salariés pour permettre aux actionnaires de faire fructifier plus longtemps leurs capitaux, et ce, sans jamais exiger que les richesses qu'ils accumulent ne s'orientent un peu plus vers la solidarité. C'est pour éviter que Nicolas Sarkozy trahisse la promesse qu'il avait faite au MEDEF de ne pas augmenter les impôts que vous procédez de la sorte. Qu'importe s'il manque à un autre engagement, pris non pas devant une minorité de nos concitoyens, mais devant tous les Français, celui de ne pas revenir sur la retraite à 60 ans. Souvenez-vous du document de campagne que vous avez sans doute distribué, mes chers collègues de la majorité, et qui indiquait « La retraite à 60 ans doit rester un droit ». Souvenez-vous des déclarations de Nicolas Sarkozy en mai 2008. « Je dis que je ne le ferai pas, je n'en ai jamais parlé au pays, et cela compte pour moi, je n'ai pas de mandat pour cela. » Ou encore de cette dernière déclaration plus récente, « Nous avons toujours été pour la retraite à 60 ans. » Au final, vous supprimez la retraite à 60 ans, ce qui aura tout simplement pour effet de priver les salariés de 2 années de vie passées à autre chose que travailler, sans toutefois parvenir à financer l'intégralité de votre projet. Preuve en est un grand quotidien national de l'économie qui annonçait le 30 septembre dernier qu'il manquait au moins 2,5 milliards d'euros pour que les régimes de retraite soient à l'équilibre. Il ne faudra donc pas attendre 2018 pour que de nouveaux mauvais coups pleuvent. Le prochain projet de financement de la sécurité sociale comportera pour les salariés son lot de mauvaises surprises. Eh bien, pour toutes ces raisons, mes chers collègues, messieurs les ministres... Allez, on interrompt encore quelques instants la séance pour faire un petit point sur les amendements toujours déposés par le gouvernement ce matin concernant les femmes qui ont eu 3 enfants, qui se sont arrêtées pendant un certain moment de travailler. Donc ces amendements du gouvernement, est-ce qu'ils satisfont Michèle André, vous qui êtes la présidente au Sénat de la délégation aux droits des femmes? Non, pas du tout. Notre délégation avait été beaucoup plus exigeante. Elle avait souhaité une application beaucoup plus vaste pour toutes les personnes qui ont participé, qui ont élevé des enfants, qui sont amenées à donner des soins à une personne gravement malade, à un enfant handicapé, à une personne handicapée. C'était beaucoup plus vaste et nous n'avions pas cette restriction d'âge. Très peu de femmes vont être concernées finalement. Donc c'est très restrictif. Donc seulement un premier pas selon vous? C'est un pas qui est simplement de ne pas permettre une régression. Donc c'est un espèce de pas de 2 qui ne m'étonne pas, mais qui est très décevant, oui. Comment vous expliquez dans le calendrier politique de la réforme l'annonce ce matin de ces amendements par Éric Woerth en séance et puis ce communiqué après qui est venu de l'Élysée? Je crois qu'on est dans de la politique spectacle classique, mais qui est peu digne du Parlement. Peu digne du Parlement. Il aurait été si simple
alors que le président du Sénat communique depuis des semaines sur le fait qu'il va assouplir pour les femmes, qu'il dépose lui-même, ça aurait eu de l'allure, un bel amendement en séance, et que nous partions de cela. Ça aurait été si simple, plutôt que de le voir arriver en direct de l'Élysée ce matin par un biais centriste. Non, moi je trouve ça un peu triste. Est-ce que vous allez quand même déposer, vous, vos amendements concernant les droits des femmes? Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir sur certaines dispositions une majorité dans l'hémicycle? Mais nous allons déposer. Normalement, nous pourrions avoir un succès avec cela. Maintenant, je vois bien que l'affaire est à peu près ficelée. Et la façon dont nous avons attaqué le débat ce soir, l'article 5, l'article 6 en priorité, pour que tout soit bouclé avant mardi, avant la manifestation, est trop grossière pour ne pas être visible. Très bien, écoutez, merci beaucoup Michel André. On va retourner dans l'hémicycle pour la suite de ces prises de parole au début de l'article 5, l'opposition qui essaye ce soir de faire durer les débats. Merci beaucoup Michel André, direction l'hémicycle. Et aurait des conséquences importantes pour les enseignants, mais aussi pour les élèves et in fine, on le comprend bien, pour l'avenir du pays. Une étude du Centre de recherche et d'études sur l'âge et les populations au travail de novembre 2009, à l'initiative de Dominique Caubareil, s'est penchée sur le vécu du travail et la santé des enseignants en fin de carrière. Ce travail confirme que beaucoup d'enseignants souhaitent quitter dès que possible un métier qu'ils jugent souvent pénible et fatigant. En dehors des conditions d'exercice de ce métier, il faut noter un premier facteur qui pèse nécessairement sur les enseignants. Ce métier, autrefois valorisé, est aujourd'hui dénigré, accompagné de peu de reconnaissance. Mais au-delà, la fin de carrière des enseignants est assez mal vécue du fait de difficultés propres au métier. Enseigner signifie en effet être présent, attentif à chaque instant, initier, écouter chaque élève, mais aussi les familles, répondre aux attentes, aux espoirs qu'elles placent en eux, ou encore gérer les élèves en difficulté, ainsi que les tensions au sein de l'école, et tout ceci dans un contexte de forte réduction de postes imposée depuis plusieurs années consécutives par votre gouvernement. Tout cela contribue à générer un stress important de la part des enseignants qui s'épuisent au fur et à mesure des années. Il faut ajouter à cela un autre élément. Les professeurs des écoles entrent dans la vie active assez tardivement et cette tendance ne va pas aller en s'arrangeant puisque le recrutement des enseignants se fera désormais au niveau master. Ainsi, les professeurs des écoles entrent dans la vie active à 27 ans en moyenne. Que dire d'ailleurs de la masterisation qui passe actuellement de jeunes enseignants devant une classe sans aucune formation professionnelle qui génère beaucoup de souffrance. Une profession pénible, une carrière qui commence tard, nous devons également prendre en compte le fait que près d'un enseignant sur 3 est parti en retraite en 2007 avec une décote pour comprendre la nature des difficultés en fin de carrière. Qu'en sera-t-il après cette réforme qui repousse à 67 ans l'âge de retraite sans décote? Tout laisse à penser que cette profession, dans son exercice comme dans sa retraite, va se dégrader considérablement. Or, faut-il rappeler ici toute l'importance de ce métier? Les enseignants forment de jeunes citoyens et l'exercice de ce métier est primordial. Il est essentiel, dans l'intérêt de l'enseignant comme de l'élève, que ce métier s'exerce dans des conditions psychologiques et de santé qui permettront à chaque élève de tirer profit du savoir dispensé, mais aussi aux enseignants de ne pas subir leur fin de carrière. Les enseignants jouent un rôle déterminant pour l'avenir de notre pays. Ce serait mal connaître et reconnaître leur rôle que de les condamner à une retraite indécente ou à enseigner sans plus de passion ni de motivation en mauvaise santé. Je suis donc pour toutes ces raisons formellement opposée à la destruction de la retraite qui nous est avancée par cet article. Merci, mon cher collègue. La parole est à Annie David. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, mes chers collègues. Catherine Procaccia, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous étiez en séance et on sent bien que les amendements annoncés par le gouvernement, les mesures annoncées ce matin ne désarment pas du tout l'opposition. Au contraire, ça semble un petit peu ressouder l'opposition contre le texte.
Pas vraiment, parce qu'en commission en tout cas, il y a l'attitude en commission et l'attitude en séance. En commission, ils ont tous reconnu que c'était des amendements qui apportaient quelque chose et que l'on attendait. Et après la discussion sur le fond, ils ont souhaité aller plus loin. Ils ont aussi souhaité creuser un certain nombre de précisions. Mais c'était des amendements qui leur convenaient, sachant que dans certains cas, c'est revenir à la situation antérieure. Et donc, l'opposition est dans son rôle d'opposition. Elle dit qu'il en faut plus et aller plus loin. Mais je vous assure qu'en commission, l'attitude n'était pas du tout celle qui a été l'attitude ce matin. Mais est-ce que vous pensez que ces mesures qui ont été annoncées par l'Élysée, surtout, est-ce qu'elles vont suffire un peu à désamorcer le mouvement de grève, le mouvement syndical qui semble vraiment se durcir ? D'abord, je vous contredis, elles ont peut-être été annoncées par l'Élysée, mais elles ont été proposées déjà par la Commission des affaires sociales, à la fois par la gauche et à la fois par la majorité présidentielle, qu'elle soit UMP ou centriste. Donc c'est quand même pas des mesures qui tombent de l'Élysée, c'est des mesures que Nicolas n'a pas pu proposer puisque elles tombaient sinon sous le coup de l'article 40. Donc il faut bien... L'article 40, il faut le rappeler, qui interdit au Parlement de gréver encore et encore les finances publiques. Voilà, tout à fait. Donc c'était des propositions que nous avions, sur lesquelles d'ailleurs le rapporteur avait émis un avis de sagesse, puisqu'on attendait effectivement un geste. Et ce geste, nous l'avons eu. Et c'est plus qu'un geste, parce que c'est quand même des sommes assez importantes. Et ça concerne effectivement les handicapés, les femmes, les travailleurs. Alors on les avait déjà eus en commission en fin de droit. Donc je pense qu'à l'Assemblée, on a avancé sur la pénibilité. Ici, on avance sur d'autres points qui sont, je dirais, et j'en suis fière, au Sénat, beaucoup la question des femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Raffarin qui déclarait cet après-midi qu'il faut aller vite, le plus vite possible maintenant sur le texte, qu'il faut bien sûr laisser le temps au débat dans l'hémicycle, mais qu'il faut avancer et que la majorité soit soudée ? La majorité est soudée, il n'y a pas de souci. Aller vite, oui, parce que si vous avez suivi ce qui s'est passé pendant 2 jours, on n'a même pas étudier un seul amendement. Donc c'est pas ce que j'appelle être vite. Si vous voyez ce qui se passe ce soir en séance, chacun relit un texte pendant 5 minutes, personne n'écoute, y compris pas la gauche n'écoute pas ce que dit la gauche. Pour moi, ça, c'est pas du débat. Le débat, ça serait intéressant quand on va aller sur le fond. Et pour l'instant, on n'est pas sur le fond, on est sur les déclarations. Alors on sera sur le fond quand ? Peut-être demain matin, demain après-midi, quand on va arriver justement aux amendements autour de cet article 5 ? Oui, tout à fait. On espérait que ce soit ce soir, mais ce soir, ce sont encore des paroles qui font retarder les débats. Donc je pense que demain matin, on commencera enfin à aller sur les articles de fond, qui commencent naturellement par un article de suppression des dispositions. Mais nous allons aller sur le fond, nous allons voter le fond parce que la majorité est unie et parce que... Y compris avec les voix des centristes, vous pensez qu'ils vont vous suivre ? Je pense qu'un certain nombre de centristes vont nous suivre. Je ne suis pas responsable ni membre du groupe centriste. Je ne peux pas vous dire la position de chacun d'entre eux. C'est des voix qui sont importantes à l'UMP. Les voix de tout le monde sont importantes à l'UMP, y compris nous avons des voix au RDSE, nous pouvons avoir des non-inscrits. Mais je n'espère pas effectivement que des sénateurs de gauche rejoignent les dispositions, même s'il y a des avancées et qu'ils reconnaissent ces avancées. Très bien, écoutez, merci beaucoup Catherine Procaccia. Vous retournez dans l'hémicycle où effectivement les prises de parole de l'opposition, on l'a déjà dit, elles se multiplient, ce qui rend une séance un peu monocorde ce soir. Je vous laisse rejoindre l'hémicycle quand même pour écouter les arguments de l'opposition. Le gouvernement avait tout fait pour éviter la négociation avec les organisations syndicales. On sait aussi que vous avez tout fait pour éviter le débat à l'Assemblée nationale. Et on sait aujourd'hui désormais que vous voulez également que le débat dans notre hémicycle soit hâté. Cette précipitation est bien la preuve que cet article 5, qui porte la retraite à 62 ans, d'une manière quand même assez ignominieuse, devient quelque peu d'ailleurs honteux et vous avez peur de la capacité de nos concitoyens à se mobiliser. Vous savez également que sur les bancs de l'opposition, nous sommes entrés en résistance face à votre projet de loi. Monsieur Woerth parlait hier de consensus sur le report de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite, une incantation destinée là encore à déstabiliser les salariés, mais la réalité est tout autre.
Nous sommes résolument opposés à cet article 5 qui traduit un recul social sans précédent. Nous sommes contre cet article 5 parce que nous considérons que la mobilisation des sommes qui échappent aujourd'hui à la solidarité pourrait permettre de garantir le maintien de départ à la retraite à 60 ans. Vous avez d'ailleurs profité de toutes les possibilités que vous donne le règlement de notre Assemblée pour nous confisquer le débat du financement des retraites. Cela ne nous empêchera pas de porter pourtant la contradiction que vous préférez escamoter. De la même manière, la priorité demandée pour les articles 5 et 6 n'entachera en rien notre mobilisation ni notre détermination, comme celle d'ailleurs des salariés. Vous avez réformé le règlement du Sénat afin, dites-vous, de redonner aux assemblées la maîtrise de l'ordre du jour, une maîtrise somme toute limitée puisqu'il vous suffit de demander une priorité pour l'obtenir, même si celle-ci a des fins peu honorables. Mais nous ne sommes pas dupes, vous voulez envoyer un signal fort aux manifestants. Les 2 articles les plus symboliques ayant été adoptés, il n'aurait plus lieu de manifester. Nous pensons qu'au contraire, c'est bien pour ça qu'on peut espérer qu'ils reviendront. En tous les cas, la mobilisation, je pense, en sera que plus forte si vous nous forcez, là, tout de suite, à voter ces 2 articles qui sont quand même preuve d'une certaine ignominie. Merci, mon cher collègue. La parole est à... Mireille Cherche n'est pas là. Donc, la parole est à Marie-Agnès Labarre. En présentant une proposition de financement pour le maintien de la retraite à 60 ans, les sénateurs du Front de gauche ont montré qu'il était possible de conduire une réforme juste et efficace dans le pays. Ils sont entendus par le peuple français à un point que vous n'imaginiez sans doute pas. Brandissant sans cesse l'argument fallacieux de la démographie, comme pour mieux dissimuler vos réelles intentions, vous vous arc-boutez sur votre nouveau dogme, pour faire comme les autres pays européens, vis-à-vis desquels vous faites d'ailleurs des comparaisons hardies. Eh bien, nous disons que si nos amis grecs et espagnols ont dû subir cet affront, c'est bien que les biens publics grecs et espagnols ont été pillés par les vautours de la finance avec votre bénédiction et celle du FMI. C'est vrai, bon nombre de pays européens ont fait le choix de passer les bornes dans tous les sens du terme, qu'ils soient libéraux, pur sucre ou teintés de social-démocratie. Bon nombre de gouvernements européens ont préféré en effet le financement de la spéculation au financement des régimes sociaux. Comme en France, ils ont préféré servir des dividendes plutôt que des salaires. Voilà pourquoi l'accord de ce temps entre le peuple et vous. Il n'est écrit nulle part que la France soit condamnée à ce régime qui enrichit les riches et appauvrit les pauvres. Hurler un mensonge et le répéter en boucle n'a jamais eu pour effet de transformer ce mensonge en vérité. Quel est ce mensonge? Le mensonge, c'est que la France de 2010 n'aurait plus les moyens de s'offrir ce que celles de 1945 et 1980 lui ont permis de se payer. Le fautif, la mondialisation. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que la France n'a jamais été aussi productive, aussi riche. 2 salariés produisent aujourd'hui plus de richesses que 3 il y a 30 ans. La réalité, c'est que le gouvernement de la France, le vôtre, a choisi de distribuer ce surcroît de richesses de façon injuste, inéquitable, insupportable. La réalité, le Parisien de ce jour nous la rappelle en rendant public le rapport de la Cour des comptes sur les niches fiscales et sociales qui bénéficient aux entreprises et bien sûr peu à l'emploi. 172 milliards d'euros de manque à gagner pour les caisses de l'État et les organismes sociaux. La réalité, c'est que votre bouclier fiscal a pour effet d'assécher les comptes publics et de placer en effet notre système de solidarité en faillite. La réalité, c'est qu'on a volé l'argent des salariés pour l'offrir aux financiers qui nous fabriquent cette mondialisation qui vous va si bien et que vous prenez comme prétexte pour nous vendre l'invendable. Il faudrait travailler plus durement, plus longtemps, moins se soigner, moins étudier pour être compétitifs. Gageons que grâce à vos bons soins, nous serons compétitifs le jour où nous recommencerons à travailler dès 8 ans jusqu'à 75 ans avec des semaines de 48 heures, usines et bureaux ouverts le dimanche, payés à l'heure, productive et à coups de trick. Le jour où les employeurs n'auront plus à cotiser au chômage. Oui, ce jour-là, le prix de revient de notre production nationale sera enfin revenu au niveau de celle de l'Asie du Sud-Est. Et qui sait si celle-ci ne sera pas même inférieure, car ces gens-là, voyez-vous, prétendent aussi gagner et améliorer leur vie.
Voilà pourquoi nous ne sommes pas dupes. Vos 62 ans sont une étape, rien qu'une étape dans le processus de déconstruction de notre modèle de société. Vos 62 ans ne sont pas crédibles. Qui croira qu'on pourra partir sans décote à 62 ans quand les débuts de carrière sont retardés, chômage oblige, quand les carrières sont morcelées, quand la flexibilité de l'emploi, les temps partiels subis sont érigés en summum de la modernité dans le travail? Qui partira à la retraite en ayant cotisé le nombre de trimestres que vous exigez de lui? Qui partira à la retraite à 62 ans avec une pension de misère quand vous ne voulez pas entendre que le SMIC lui-même, auquel le futur retraité pourra difficilement prétendre, est un salaire de misère qui ne permet pas de se loger et de se nourrir même en même temps? En réalité, vous nous inventez la retraite à 67 ans. Pour ce faire, pour faire adhérer les naïfs à vos fausses évidences, vous nous faites le coup de la durée de vie qui s'allonge, en conséquence de quoi, mesdames, messieurs, il est bien normal que la durée de travail s'allonge en proportion. Mais de quelle vie parlez-vous? De la vie biologique ou de l'espérance de vie en bonne santé? Certains de nos concitoyens, voyez-vous, font un boulot qui ruine leur santé, et pas seulement les travailleurs de force. Ils se ruineront donc 2 ans de plus si on ne les vire pas avant, voire davantage, pour ceux qui auront besoin de plus qu'une aumône en guise de pension, et ceux-là se répareront moins vite, moins bien et moins sûrement. C'est plus vite abîmés qu'ils vivront mieux. Qui convaincrez-vous que c'est là le destin des travailleurs des pays riches comme le nôtre? De plus, vous savez également que ce n'est pas le nombre d'actifs potentiels qui importe, mais bien le nombre de cotisants, car des actifs au chômage ne participent pas au financement des retraites. La question première est donc bien celle de l'emploi. Si tous les actifs avaient un emploi, la question du financement de toutes les caisses de solidarité existantes serait résolue. Bref, la retraite, c'est 60 ans. Il est urgent de l'améliorer, pas de la fusiller. Puisque nous savons comment nous y prendre, laissez-nous faire. Merci. La parole est à Bernard Angels. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous présentez le recul de l'âge légal de la retraite comme la seule piste sérieuse pour sauver le système par répartition. Il vous est difficile de nier les conséquences sociales de ce recul. Ainsi, les salariés ayant commencé à travailler tôt vont devoir cotiser au-delà de la durée légale et terminer leur carrière dans des conditions pénibles. Des millions de salariés, celles et ceux qui ont les parcours les plus chaotiques, les plus précaires, vont devoir travailler jusqu'à 67 ans. Mais à cette objection sociale, vous opposez un impératif économique. C'est le prix à payer pour sauver le système, dites-vous. Or, à l'évidence, vous refusez de voir la réalité économique du pays. Vous négligez complètement la réalité du marché du travail. La France a l'un des taux d'emploi des 50-64 ans les plus faibles de l'Europe, avec 38,9% des seniors au travail. Dans ce domaine, notre pays détient un triste record. La moyenne européenne avoisine en effet les 45,6%. Bien trop souvent, hélas, les gens sortent du travail par le chômage, par le licenciement, pas par la retraite. 57% des chômeurs de 50 ans et plus sont des chômeurs de longue durée. Je le répète, il n'y a que 40% de gens qui sont encore au travail à l'âge de 58 ans. Et les autres, que vont-ils faire entre 58 et 62 ans? Rester 2 ans de plus au RMI, au RSA ou au chômage sans rien en attendant 62 ans? Et ce ne sont pas les quelques mesurettes que vous proposez pour l'emploi des seniors qui vont changer quelque chose à cette dramatique situation. Vous vous contentez de reprendre à votre compte le double discours du MEDEF, qui réclame à corps et à cri le recul de l'âge légal, tout en laissant les entreprises se débarrasser prioritairement des salariés les plus âgés. Votre raisonnement économique ne tient donc pas, puisqu'il revient à transférer le déficit du régime vieillesse vers l'assurance chômage. Et c'est un comble quand on se souvient que vous aviez prévu il y a 5 ans
Voilà donc pour le début de l'examen ici au Sénat autour des articles 5 et 6, les articles symboliques de ce projet de loi sur les retraites, puisque ce sont ces articles qui vont reporter l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans ou alors jusqu'à 67 ans pour les pensions sans décote. Vous avez pu le voir ce soir, une séance un peu monocorde puisque l'opposition a choisi comme stratégie de multiplier les prises de parole avant l'examen proprement dit de l'article et des amendements qui ont été déposés par les différents groupes politiques. Le but est bien sûr de gagner du temps, de faire durer les débats. Le gouvernement et la majorité du Sénat souhaitent bien sûr, eux, avancer le plus vite possible et en tout cas essayer de faire adopter ces articles 5 et 6 avant les manifestations de mardi prochain. Merci beaucoup de nous avoir suivis en direct ce soir sur Public Sénat. Très bonne soirée à vous. La prochaine séance sur notre antenne, ce sera demain matin à partir de 10h30 et ce sera bien sûr la suite du projet de loi sur les retraites. Depuis le discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble, on est, paraît-il, entré dans une nouvelle étape